Ouais, c'est bon, t'as tout. Ah, vous êtes là? Ouais, excusez. Bon, Hey, on est de retour à Max et Bruno. j'ai ma petite pochette RDS que j'ai eu en cadeau de Noël par mon cousin Carl. Je voulais vous la montrer. C'est un beau cadeau que tu as reçu. Chanceux. Oui. Je suis très jaloux de Carl. Mardi 7 janvier, première de Max et Bruno en 2020. T'as passé des belles fêtes? Oui, j'ai passé des superbes fêtes. Et toi? Oui, bon, on a passé une nouvelle an ensemble. En plus, ça, c'était un gros bonus. C'est la première fois qu'on a la chance de faire ça. C'est vrai. De vivre ça. Et, c'était bien, à part que ma femme était fâchée parce que j'ai allumé des feux d'artifice. Et là, on a une super belle photo de Max pendant les fêtes. Et j'aime ça parce que pendant les fêtes, tu as travaillé sur ton style beaucoup, améliorer ça. On le voit ici, c'est derrière, je la cherchais. C'est wow. Ouais. Tu as vraiment parti 2020 en force, hein? Ouais. Merci de montrer ça, c'est super. Ça, c'est une surprise. Je ne savais pas. On ne partage pas des photos à des amis parce que... ils vont la mettre à la télé. Hey, ben là, reviens sur terre, mon Max, parce que le 2020, là, je veux partir ça du bon pied. Et là, on en a beaucoup à jaser de ce qui s'est passé dernièrement. C'est difficile de se fâcher contre des joueurs du Canadien présentement. Tu sais, le but du jeu, c'est de gagner les matchs puis d'avoir 2 points au classement. Mais là, Bruno, qu'est-ce qui se passe pour 2020? On est seulement à la mi-saison, on a environ 2 matchs de plus que la mi-saison. Et là, les autres équipes prennent de l'avance dans le classement. Les Canadiens ont de la difficulté à aller chercher des points. Qu'est-ce qui se passe pour le Canadien? Bien, c'est difficile parce que l'effort est là, l'intensité est là. Quand tu parles de processus, il y a beaucoup de choses positives pour ce que les joueurs font présentement. On dirait que chaque erreur devient immense, est amplifiée. Dans ces moments-là, quand tu as une équipe qui n'a pas cette confiance-là, cette attitude, le swagger qu'on va dire en anglais, la confiance de gagner un match, mais chaque petite erreur se transforme en un but ou une énorme chance de marquer de l'autre côté et ça se transforme en défaite. C'est quand tu as une équipe qui est fragile, et le Canadien a vécu ça un peu plus tôt dans la saison, dans leur séquence de 8 défaites. Ouais. Là, c'est la même chose présentement. Et tu l'as dit, c'est tous des matchs qui sont arrivés, que tu perds par un but. Et on a gardé certains clips, et c'est pas pour taper sur la tête de personne, mais c'est juste pour démontrer qu'il y a des joueurs qui jouent très bien présentement, mais une erreur mène à un but de l'autre côté. Et on a Nick Suzuki qui était en prolongation contre les Penguins de Pittsburgh, à la défaite en prolongation. Et on va rouler la vidéo de ce but-là que le Canadien se fait marquer. Et vous allez voir, Suzuki est un excellent joueur, il va bien chez le Canadien présentement, mais il décide d'aller changer. Il est fatigué, je comprends, il est épuisé. Mais ce changement-là mène à un but. Fait que là, ça, c'est une erreur mentale. C'est pas des grosses choses. Là. Non, c'est pas une chose. Ça fait la différence dans le match. Exactement. C'est des petits détails avec des joueurs peut-être plus jeunes. Et là, ils vont arriver, ils vont faire une erreur mentale parfois. Ils vont arriver une mauvaise angle. On a vu aussi juste avant le but où ce que Suzuki va prendre une mauvaise angle pour arriver à arrêter le joueur. Et ça, c'est des petites erreurs qu'à la fin de la journée, tu dis, OK, ben là, c'est un point là, un point là. Le Canadien, l'an passé, a manqué les séries par 2 points au classement. Là, tu arrives, tu perds un match comme ça. Et aussi, j'ai un autre exemple peut-être pour démontrer la même chose, que c'est pas des grandes choses. Le match de lundi d'hier soir où le Canadien perdait 2-0 en deuxième période, il y avait un momentum extraordinaire. Et là, ça fait trois présences de suite que les Canadiens sont dans la zone offensive. Et là, Fleury, qui quitte sa position de défenseur, il va essayer de faire un jeu à la pointe. Et ça se retrouve un 4 contre 2. Il donne une échappée. Il n'y a pas de mal sur le jeu. Et là, c'est une autre petite erreur mentale où ça se passait beaucoup quand il y a eu une séquence de 8 défaites de suite, où c'est des erreurs d'habileté, de manque de confiance, de panique parfois, où regarde, tu joues bien pendant 3, 4, 5 minutes, tu as le momentum qui s'en vient de ton côté, et une petite erreur de jugement, parfois de confiance, parfois un manque d'habileté comme ça, la rondelle va pas de ton côté. Et c'est ça qui se passe présentement pour le Canadien de Montréal. Mais malgré tout ça, je crois qu'on ne peut pas blâmer Marc Bergevin ou Claude Julien, mais surtout pas Marc Bergevin, parce que Marc Bergevin, cette semaine, a fait des acquisitions très intéressantes. On parle d'un Marco Scandella, mais aussi et surtout d'un Ilya Kovalchuk. On en avait parlé ensemble un peu plus tôt dans la saison quand Ilya Kovalchuk était libre des Kings. On avait racheté son contrat et c'est une signature sans risque. Moi, j'adore cette signature-là parce qu'il n'y a pas de risque avec lui du fait qu'il se présente ici avec un contrat à 2 volets. Un salaire de 700 000 dans la Ligue nationale, mais c'est un joueur qui s'en vient ici parce qu'il veut prouver à beaucoup de gens
qu'ils ont eu tort sur son cas, qu'il est encore capable de jouer dans la Ligue nationale. Et on l'a vu lors de son premier match. A amené une intensité, a élevé son jeu d'un cran de ce qu'on connaissait de lui ailleurs, mettons sur les 2 tiers de la patinoire, zone neutre, zone défensive. Il a élevé son niveau d'intensité. J'aimerais savoir, qu'est-ce que tu as pensé de son premier match? Bien, j'adore premièrement son attitude. Parce qu'il arrive à Montréal et on l'interrogeait un petit peu sur Elia, t'es un joueur vieillissant, à quoi tu t'attends ton rôle ici? J'attendais un petit peu, là. Je me considère pas comme un joueur vieillissant. Et ça, je me l'ai fait faire à moi en fin de carrière avec Bob Hartley. et j'adore Bob. Mais des fois, il me disait, Max, t'as des vieilles jambes, mon Max. Puis ça m'insultait beaucoup parce que les gens disent ça et ça rentre dans ta tête. C'est pour ça que tu as commencé à te raser les jambes, de ramener ta jeunesse, non? C'est pas pour ça. Okay. Pas du tout, parce que je fais du vélo. Mais donc, il s'est fait dire, t'es un joueur vieillissant. Et il a dit, non, je ne suis pas un joueur vieillissant. Je suis un joueur, j'ai beaucoup de bon hockey en moi et je veux le prouver. Et il est arrivé hier soir. Il a joué avec intensité, tu l'as mentionné, avec fougue. Même la foule scandait son nom. Et ça, j'ai adoré ça. Donc, ça donne un petit peu d'énergie aux Canadiens de Montréal. Et aussi, présentement, je crois qu'il a la chance de jouer avec Danault parce que Gallagher est blessé. Et on peut le voir, hier, on a vu que souvent, Danault va pas sauver un joueur comme ça, mais parce que Danault est tellement responsable que ça peut donner un petit peu un peu plus de corde à Kovalchuk pour faire des choses. Claude Julien l'a mis dans une chaise pour avoir du succès. Et là, on va expliquer pourquoi jouer avec Philippe Danault. Vous voyez que Kovalchuk est dans le bas de l'écran. C'est le joueur dans le bas du territoire. Mais là, on voit que la rondelle est sur le long de la rampe et peut-être qu'ils peuvent gagner la bataille. C'est une bataille 50-50. Fait que Kovalchuk lui pense offensivement. Mais c'est Philippe Danault qui est venu couvrir son joueur et c'était Patrick Laney qui était laissé ça avec Kovalchuk. Au lieu de surveiller son joueur dans le bas du territoire, a vu une occasion que peut-être qu'ils allaient gagner la rondelle, une rondelle 50-50 le long de la rampe. Et s'ils gagnent la rondelle, ils voulaient être placés dans une position offensive pour profiter de ça. C'est la mentalité d'un joueur offensif. Et c'est correct, il faut que tu sois capable de vivre avec ça. Mais Danault, sans qu'il y ait de communication, sans qu'il y ait rien, voit le jeu se développer et lui a le réflexe de revenir et une chance parce qu'il a coupé la passe. Patrick Laney se retrouvait fin seul. Et ça, c'est... Quand Claude Julien dit « Je place Kovalchuk dans une chaise où il va pouvoir avoir du succès », bien c'est ça. Tu l'entoures de Philippe Danault, tu le mets sur l'avantage numérique, tu dis... Je vais lui laisser penser offensif parce que c'est ça qu'il est capable d'amener à l'équipe. Et ça serait intéressant à surveiller cette semaine si Gallagher revient de sa blessure. Dans quelle chaise Kovalchuk va tomber et quelle sorte d'alignement on verra de la part de Claude Julien. Un autre point positif un petit peu avec le Canadien, parce que c'est le fun. On a eu des joueurs positifs et je pense que oui. Oui. Et Max Domi a une séquence extraordinaire pendant le temps des fêtes là, où il a connu une séquence de 9 matchs de suite avec au moins un point, ce qui est un record pour un joueur du Canadien. Sur la route aussi en plus. Et il joue mieux. Il joue avec l'aplomb. Avec d'aplomb. Il y a une bataille aussi en fin de semaine. Cette semaine, là, on a un nouveau venu chez le Canadien. Il fallait le souligner. Marco Scandella. Ce n'est pas par ses performances sur la feuille de pointage, mais c'est un aspect intéressant de voir un Québécois revenir à Montréal. On l'a vu dans les entrevues, l'émotion qu'il avait. Ben moi, j'ai adoré justement l'émotion dans les entrevues d'avant-match, pendant l'hymne national. On a vu sa mère dans les estrades avoir quelques larmes pendant la période d'échauffement. Donc, super. Je crois qu'il a joué quand même 2 bons matchs jusqu'à présent avec le Canadien. Il va certainement ajouter ici. Il aurait pu faire un gros changement dans le match contre les Penguins de Pittsburgh en touchant le poteau. Mais content d'ajouter un autre Québécois au Canadien de Montréal. Et pour lui, certainement, je suis certain que c'est une fierté extraordinaire de porter le C'est quelque chose de famille. Le CH, ça rentre dans la famille avec son oncle, M. Momesso, qui est descripteur avec TSN, qui a joué avec le Canadien. Mais... moi, la seule chose, là, puis on en parlait, mais moi, la seule chose qui me déçoit un petit peu, c'est quand, dans son entrevue, quand il a demandé pourquoi le 28, tu sais, le gars s'en vient à Montréal, c'est nouveau, pourquoi le 28? Ben, c'est juste parce que c'était dans mon casier. Je pense qu'il est rendu à un stade dans la Ligue nationale où il aurait eu le droit de choisir son numéro, mais bon, hein? Mais bon. Il y a beaucoup de positifs. On va rester là-dessus, mais c'est qui notre autre... On parlait de Perron ici, qui a une saison extraordinaire. C'est la première fois qu'on va en parler cette saison. Et quelle saison! Il a champion de la Coupe Stanley l'an passé, vécu des beaux moments cet été. Et là, il continue en force avec 43 points en 43 matchs. Il est le premier marqueur des Blues de Saint-Louis qui sont sur une séquence extraordinaire
aussi depuis le début de la saison. Donc, il joue du gros hockey. Il est devant O'Reilly comme premier marqueur de l'équipe. Il a une saison d'All-Star et on est très content pour lui parce que c'est un très bon gars. Un peu comme le bon vin. Tu sais, lui aussi, c'en est un qui est en train de battre tous ses records de meilleure saison. Il avait connu sa meilleure saison au niveau des points avec les Golden Knights en 2017-2018. Là, revient, il continue à s'améliorer. Un peu à l'image de Patrice Bergeron. C'est deux joueurs complètement différents, mais tu sais, Patrice aussi, plus sa carrière avance, il continue d'avoir des saisons avec les points au niveau de sa fiche personnelle qui s'améliore de saison en saison. Mais David Perron en est un autre qui est loin d'avoir fini, qui continue. Il y a eu un moment où il changeait beaucoup d'adresses, que c'était plus difficile, puis c'était un peu plus incertain dans son cas. Il est revenu à Saint-Louis, puis depuis ce temps-là, offensivement, c'est phénoménal. Bruno, tu as été très occupé pendant le temps des fêtes. Je m'ennuyais de toi certains jours parce que tu étais à RDS à couvrir le championnat mondial junior. Et parle-nous un petit peu de tes impressions, où ce que le Canada a remporté cette médaille d'or. Qu'est-ce que tu retiens de ce tournoi-là? Bien, très impressionné par la performance d'équipe Canada. Ça a été un tournoi rempli d'adversité pour eux. Il y a eu une suspension à Veleno, il y a eu la blessure de Lafrenière, il y a eu Nolan Foote qui s'est fait sortir d'un match très tôt dans la rencontre. Il y a eu la blessure à Ayton un peu plus tôt. Il y a eu un changement de gardien. Il y a eu 6-0 contre les Russes. Il y a eu tellement d'adversité. Et même chose en finale. En finale aussi, ils perdaient 3-1 à un certain moment. Et ils ont remonté, ils sont revenus. Ils ont continué d'y croire. Ils ont été capables de marquer en avantage numérique. Là, ça, c'est le but. On voit présentement le but de Ayton en avantage numérique. Lui qui était blessé à l'épaule. Wow! Et un joueur de quatrième ligne qui marque un beau but, j'aime ça! Ça, c'est le fun. Mais pendant qu'on parle de Akil Thomas qui marque le but de la victoire à la toute fin de la rencontre, Akil Thomas a à peine joué dans le tournoi. C'était son premier but du tournoi. Il a joué 1 minute 25, je pense, en troisième période de ce match-là. Il a joué 5 minutes dans le match complet. Il y avait des jambes. Mais moi, ma question, c'est qu'est-ce qu'il faisait sur la patinoire à ce moment-là? Et dans les entrevues d'après, il y a l'entraîneur Dale Hunter qui a dit « I had a hunch ». Tu sais, j'avais un sentiment, ma boule de cristal me dit de mettre ce joueur-là. Mais pourquoi? Je te dirais, j'ai vécu un petit peu la même chose, sans retourner dans le passé trop. Mais Michel Therrien, souvent, avait des hunchs comme ça. Où tu sais, là, je me rappelle en 2008 où on perdait le match 3-2 et j'ai jamais joué à 6 contre 5 de ma vie. Et il enlève le gardien de but pour égaliser la rencontre. Et là, il regarde son banc. Il dit « Max, vas-y. » J'ai dit « Qui, pardon? Y a-tu 17 ou Max? » J'ai été sur la patinoire et j'avais marqué un but pour égaliser, pour remporter le match finalement plus tard en troisième période de prolongation. Mais un hunch comme ça, tu dis un hunch ou... Hunch. Retour de la pause, on va en apprendre aussi beaucoup avec Joël Bouchard qui est en studio avec nous. On a un grand ami du show Max et Bruno cette semaine, Joël Bouchard avec nous. Joël, merci d'être là. Là, je veux qu'on commence tout de suite parce qu'on en a beaucoup à parler. Ta carrière de joueur, ta transition, ta carrière d'entraîneur. J'aimerais ça qu'on fasse le tour le plus vite possible. Mais pour commencer, tu as joué 364 matchs en Ligue nationale, 8 équipes. C'est quoi ton premier sentiment quand tu fais le point sur ta carrière de joueur? Je pense, comme tout le monde, c'est la fierté d'avoir atteint un rêve de jouer dans la Ligue nationale. Ça, c'est évident. Et après ça, c'est surtout le bagage que j'ai pu avoir comme joueur qui probablement m'aide aujourd'hui dans ma deuxième carrière. C'est de vivre les hauts et les bas, les bons coups et les moins bons, et d'être capable d'être en relation avec mes joueurs versus tous les bons épisodes, mais aussi ceux qui ont été plus difficiles, qui fait qu'à la fin, tu sors de là avec du bagage comme athlète professionnel, ce qui n'est pas évident, mais aussi comme connaissance, amitié, tous les gens que j'ai côtoyés, puis les belles aventures qu'on a vécues. Maintenant, je suis capable de mettre en relation avec les joueurs quand je deviens entraîneur. Bien, parle-nous un petit peu de ton bagage, tes beaux moments, tes moins beaux moments. Mettons, tu regardes, tu fais un retour sur ta carrière. Là. Tes moments préférés en tant que joueur, c'était quoi? Moi, je pense mes retours au jeu avec les blessés. Fait que si tu me dis, ça a été quoi qui était négatif, c'est qu'à travers les 380 quelques matchs que j'ai joués, j'en ai manqué probablement presque 200 dû aux blessures. Fait que ça a beaucoup ralenti des fois pas mon développement autant que mon positionnement dans une organisation. Quand tu joues 20 matchs par année, 25 matchs, ça fait mal. De l'autre côté, j'ai toujours été très content de la façon que je suis revenu dans la Ligue nationale après avoir manqué autant de temps. Fait que, c'était comme une fierté d'être capable de revenir et jouer avec les meilleurs après avoir manqué autant de mois
d'activité. Mais de l'autre côté, c'était décevant parce que des fois, je trouvais que ça me ralentissait tout le temps de débloquer. Vers la fin de ma carrière, je trouvais que j'avais vraiment pris un step, comme on dit, comme joueur. Mais à un moment donné, les blessures ont pris le dessus. Mais on a tous des moments qui ont été précis et stimulants et toujours excitants, évidemment. Mais tu parles de cette adversité-là, ces blessures, parce que tu en as eu beaucoup, puis des fois, à des moments difficiles que tu t'étais établi dans l'examen. J'en ai vu une on a joué ensemble à Bridgeport. Et dans la Ligue nationale. Et dans la Ligue nationale avec les Islanders un peu plus tard. Tu étais revenu d'une blessure encore, tu étais revenu en feu encore une fois. Ça a été quoi un creux? Tu sais, des fois, ça l'amène un creux, ces blessures-là. Ça a été quoi le plus grand creux que tu as vécu? Tu sais, le moment d'adversité là, qui a été le plus dur? Ça a été avec les Islanders parce que ça a pris 3 mois avant de trouver ce que j'avais. Puis je pense que un athlète va être prêt, un individu va être prêt à faire face à un challenge. Il va toujours être prêt à dire, bon, ben si c'est ça, ça va prendre combien de temps? Je vais faire ce que j'ai à faire. On le sait, c'est de la compétition. On est prêt à... C'est le néant pendant 3 mois de ne pas être capable de trouver cette fameuse blessure que j'avais à l'ischio-jambien qui était vraiment cachée derrière d'autres blessures qui a fait que j'avais aucune progression. Je m'améliorais pas. C'était la même chose. Les médecins comprenaient pas. Personne ne comprenait. Je pense que l'athlète, quand il n'y a pas vraiment de réponse, vous savez ce que c'est, ou tu es en mode un peu néant. Fait que c'est le moment le plus difficile parce que là, tu comprends pas ce qui se passe. Tu es prêt à attendre, tu es prêt à faire le travail pour revenir, mais quand tu n'es même pas capable de faire le travail parce qu'il n'y a aucune progression, c'est pour ça que, en tant qu'entraîneur maintenant, je sympathise beaucoup avec certains joueurs qui passent à travers des moments où c'est plus difficile, où il y a moins de réponses, où l'amélioration est plus lente, comme dans le cas de Noah Juulsen en ce moment, qui vit une situation avec des migraines à répétition. Donc, ce côté-là, quand même, m'aide à sympathiser avec les joueurs, mais ça a été difficile, évidemment. Puis tu t'étais battu comme un chien. Là. Il y a eu raison à la fin, mais j'étais au loge, je voyais Joël sortir des rencontres avec les docteurs, puis t'étais pas mais l'athlète a toujours raison avec, parce qu'on connaît tellement notre sport. Mais tu t'es battu longtemps. Bien, je me suis battu, j'étais pas capable de jouer. Fait qu'à un moment donné, tu te dis, il y a quelque chose, on l'a trouvé, mais après une opération, à cette blessure-là, il y avait tellement de dommages que j'ai jamais vraiment pu revenir au niveau où je voulais être capable de performer. Donc, à un moment donné, j'avais une ouverture ici à RDS avec Dominique Vanelli et Jerry Frappé qui ont cru en moi. J'avais déjà travaillé avec eux, avec la Caravane et puis avec l'Académie de hockey McDonald. Donc, ils m'ont offert un poste avec la grande équipe d'RDS et les matchs du Canadien. Fait que j'étais comme à la croisée des chemins, puis je savais que je voulais faire du hockey. Fait que tout arrive pour une raison pour tout. Hein? Mais juste pour rester là, dans la carrière, pour finir avec ta carrière, un moment peut-être que personne ne sait, que tu as vécu, un moment valorisant pour toi, est-ce que tu en as un? Bien, il y en a beaucoup, puis souvent on pense que c'est les victoires au championnat du monde junior ou des accomplissements personnels, mais pour moi, c'est une situation qui est spéciale parce que mon idole de jeunesse était Brian Leetch. Et puis, j'ai eu la chance de signer avec les Rangers. Et puis, je suis arrivé avec les Rangers après une année où j'avais été blessé. Puis, j'ai fait ma place tranquillement dans l'équipe pour jouer finalement. Et Brian Leetch était blessé. C'est la raison pourquoi j'étais dans l'équipe. Et puis, quand Brian Leetch est revenu, bien, j'étais encore dans l'équipe parce que je performais bien. Et puis, un certain match à Toronto, l'équipe perd 3-0. Et puis, je suis dans le match avec lui, dans les premiers matchs de son retour. Et puis, l'entraîneur décide de dire, regarde, Bouchard et Leetch, vous en allez en duo ensemble. J'ai presque joué 30 minutes ce match-là et lui a joué 30 minutes. Et puis, on perd 3-2, mais on perdait 3-0. On est remonté dans le match. Donc, tu es à Toronto, c'est pas une grosse histoire. Tu défais tes affaires, tu es devant ton sac. Et puis, Brian Leetch vient me voir puis il me dit j'ai adoré ça, jouer avec toi. T'es un bon joueur de hockey, toi. Mais il me connaissait pas, il venait de revenir. Ouais. Je me souviens, j'ai serré la main, puis ça a fini là. Mais dans ma tête, à moi, tu sais, vous savez ce que c'est? Un de tes idoles, puis un individu extraordinaire. Oui, exactement. Une personne extraordinaire, Brian Leetch. Donc, ça te fait un petit velours quand ton idole vient te voir et il dit qu'il aimait ça jouer avec toi. C'est des moments qui sont privilégiés pour un athlète. T'étais moins fâché de la défaite. Ça me rappelle quand t'as signé aussi à Philadelphie pour venir jouer avec moi. Ouais, je t'ai dit que t'étais un bon petit joueur. C'est un peu ça qui s'est passé pour Bruno. Finalement, c'est retrouvailles pour vous autres à la télévision. Ouais, mais je te dirais que ça, c'est un moment clé dans ma carrière de me faire interviewer par Max et puis Bruno, parce qu'il faut comprendre, les gens que je connais, ces gars-là, je suis plus vieux qu'eux autres. C'est comme mes kids un peu. On jouait l'été, puis je les voyais souvent. Puis j'ai joué avec Bruno dans ses premiers matchs à la Ligue nationale. Et puis de me retrouver ici, puis de vous voir là, le duo dynamique ensemble, c'est une belle expérience pour moi. Justement, là, on va te garder encore un peu, Joël, parce que là, la partie qui va rester, c'est sur le balado. Puis là, c'est là que ça devient très, très intéressant. Avec le crayon? Avec le crayon. Fait qu'on rejoint une petite pause. On va tantôt.
Alors, on est de retour pour le segment Paris de la semaine et on voit ici à l'écran que je mène toujours par un et que je connais pas mal plus le hockey que Bruno Gervais. Mais je continue ma remontée. Je t'ai donné une avance, je t'avais où je voulais et là, je suis en pleine remontée. Ouais, pour parler un petit peu des paris d'il y a 2 semaines où on est vraiment pas si bon que ça. On n'en parle pas. Dans tous nos choix de match, on a été incorrects. On peut juste résumer ça à ça l'a mal été. Wesh, on est bourré, qui est écrit sur la feuille. On va se reprendre en 2020. Donc, tu avais eu un point. Oui. Tu avais un point la semaine passée. Là, cette semaine, Bruno, tu as le premier choix. Donc, pour la prédiction de la semaine, il y a un rapport canadien. Tu as choisi le match. J'ai choisi le match de samedi alors que Montréal va être à Ottawa et j'ai choisi le Canadien pour ce match-là. Je vois ça comme... les sénateurs aussi ont de la difficulté cette saison et je vois ça comme un match très important pour le Canadien. Il devrait y avoir peut-être des joueurs qui vont revenir au jeu d'ici là, un peu d'aide. Le Canadien va gagner à Ottawa. On a parlé du jeu de McJesus pendant le show et j'ai pas le choix de donner la victoire à Edmonton, à Montréal, jeudi soir. Il faut que j'aille pour McDavid parce qu'il est en feu, comme on dit plus tôt. Et là, on y va avec les matchs de la semaine. Cette semaine, je suis désolé, je m'acharne sur le cas des Sénateurs. C'est pas vrai, c'est une bonne jeune équipe qui est en pleine progression, mais ça va être très difficile d'aller gagner à Washington et j'ai choisi les Capitals pour gagner ce match-là. Et je prédis que le Lightning de Tampa Bay battra les Devils du New Jersey dimanche soir où je serai au New Jersey pour aller voir la rencontre. Ton ami Alain? Oui, bonjour. Au New Jersey. Et la question qu'on s'est mis un pari pour la semaine, est-ce que Kovalchuk marquera un but cette semaine? J'avais le premier choix, j'ai dit oui. Et toi, t'as dit... Et pour aller gagner un gros point, j'ai dit non. J'aurais eu le droit de dire oui quand même. T'aurais eu le droit. Bon. T'aurais eu le droit. On va passer au segment questions. On a reçu une super bonne question de Max Coulombe qui nous demande, avec le casse-tête offensif du Canadien, quand tous les joueurs vont revenir, qui va écoper et peut-être, ça sera quoi ton alignement, Bruno? Bien, on s'est amusé avec ça, mais vous voyez qu'on a fait plusieurs tests et oui, ça va être un casse-tête parce qu'avec c'est une équipe qui a de la profondeur, mais tu peux jouer beaucoup avec qui va jouer au centre, qui va jouer à l'aile. Mais on s'est amusé et on a créé 4 trios ici. Drouin, Domi, Suzuki. Tu veux mettre tes joueurs, les joueurs de grand talent sur la première ligne. Tu leur mets la mission d'aller produire offensivement. Ensuite, le trio qu'on connaît tous bien, Tatar, Dano, Gallagher. Je mets Kovalchuk à gauche parce que même au dernier match, il évoluait à droite. Il était tout le temps rendu à gauche avec Kotkaniemi et Armia pour finir avec mon trio de travaillants à l'image. Claude Julien aimerait bien comme 4e trio. Très intense, bon défensivement. Et il y a des options. On peut jouer avec ça. On peut amener Lekonen à la place de Kovalchuk s'il ne performe pas. Aussi, Byron, on sait qu'il peut jouer un petit peu partout dans l'alignement. Et pour les défenseurs, pour répondre rapidement, je crois qu'on irait avec Chariot, Weber. Petri, Scandella, ça a quand même bien fait dernièrement. Et Fleury avec Mété. Je crois que Mété, il fait très bien avec Fleury dernièrement. Je l'aime quasiment plus là, dans cette position-là, que dans la chaise avec Weber, ce qu'il faisait en début d'année. Mais surtout à la maison. Ouais. Là, il se ramasse sur le 3e trio. Fait que quand il embarque sur la patinoire, c'est peut-être un peu plus facile pour lui de vouloir s'aventurer offensivement. On l'a vu s'engager, patiner, s'impliquer dans le jeu parce que tu le sais que tu fais face au 3e, 4e trio de l'autre côté. Des joueurs un peu moins menaçants offensivement. Fait qu'il peut utiliser son patin pour appuyer l'attaque. Puis c'est là qu'il est bon. Exactement. Alors, c'est la fin du show. Merci d'avoir été là cette semaine. On se revoit mardi prochain, le 14 janvier. Et si vous avez la chance, allez écouter le balado qui sera disponible dès ce soir. Joël Bouchard nous a donné un petit extra. Il a été généreux avec nous. C'était du bonbon. Exactement. Il était très bon. Donc, Bruno, on se revoit la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. On est parti 2020 en grand. Ah, je pense que oui. Wow. C'était ton meilleur show à date. Mon meilleur show de l'année. Bravo.